Si l'Empérim était compté, 1. Par Robert Messon, historien, érudit et conteur de la Provence. Une interview de Marco Bruna, 13 300, à Salon de Provence. Le 16 juillet 2014. Alors je regarde. Alors ça c'est classique. Hein. Ben, on est bon, j'ai plus que pas grand chose à faire, à bouger les oreilles, à t'écouter. C'est Hussard. Ah oui, là c'est bon. Là il n'y a pas grande particularité, bon, à part bon, que lui, le hussard habillé en tenue d'été, il a une pipe d'origine bavaroise, mais bon, à part ça, il n'y a rien de spécial. Hein. C'est ce qui est mentionné derrière, c'est ce qui est en réalité sur la photo, sur la carte postale. Ils sont célèbres ces hussards. Est-ce que dans les années 60, ça a été tiré en petit exemplaire? Oui, ça a été... figurines, non. Ainsi que le garde national. J'ai pas connaissance que ça a été fait en figurine, mais ça a été fait en petite carte postale, en plusieurs exemplaires différents, ça oui. Voilà, ça, mais ça remonte aux années... Alors, il y a eu, dans les années... avant les années 60, quand c'était encore rue Consolat à Marseille, il a été fait des tirages à part au niveau des vêtements. Alors il y a eu les pantalons, il y a eu le pantalon recouvert de cuir, il y a eu donc le charivari, les vestes, voilà, tout ça, il y a eu des tirages à part, ainsi que des chacots. Hein, voilà. J'étais resté avec l'idée qu'ils avaient pu tirer des petites figurines en plastique pour les coller pour les collectionneurs, et ça avait eu un grand succès, ces trois personnages. Ils venaient des gens du monde entier pour voir les couleurs, pour pouvoir les peindre. Non, pas par... ça a été peint par... il y a eu plusieurs artistes qui les ont peints, notamment bien d'autres encore, qui ont été... qui étaient des amis des Bruno, hein, ça a été peint, donc aux couleurs réelles du règlement de l'époque. Voilà. Alors derrière, il y a, derrière sur la porte, il y a cloué des chanfreins de chevaux, des morts de bride, dits à la hongroise, c'est-à-dire avec des petites rondelles de cuivre, ou tout simplement des... comment on appelle ça, des petits coquillages ou des trucs comme ça. On appelle ça style à la hongroise. Bon, c'était un peu la mode de l'époque. Par exemple, celui qui a une petite tenue, il a un shako de forme polonaise. Hein. Donc il est à la mode polonaise. Donc voilà. Mais sans plus, quoi. Il n'y a rien de particulier là-dessus. Ce qu'on appelait la Confederatka, c'est ça? La Confederatka, elle est un peu plus petite, mais bon, c'est à la mode de l'époque, c'est la mode polonaise. Bon, la sabrotage, elle est classique, le sabre aussi. Bon, tous les sabrotages qu'il y en a sont classiques, il n'y a rien de particulier. Là-dessus, ce sont des armes, pour la plupart d'origine française, peut-être à l'exception de celle-ci, qui me semble autrichienne, mais enfin, il fallait que je la voie de près. Ah, c'est un peu dans le désordre, Robert. Oui. Non, là l'intéressant sur cette armée en campagne, si on peut dire, c'est l'immensité des manteaux. Tu vois, là je sais pas, on parle campagne de Saxe, si on veut, ou un petit genre d'infanterie de ligne, en tenue de route, il porte la seule capote de tout le premier officier de cuirassier, dragon et service à pied. Bon, mais la particularité de ce dragon qui porte ce manteau militaire et cette capote, c'est sa longueur et son ampleur. Alors il ne faut pas oublier que quand il était cavalier, ça recouvrait aussi le cheval, ça le protégeait. Voilà pourquoi la dimension un peu ample de ces manteaux, de ces capotes. Lui, il a par exemple sur l'épaule, ici, là, ce qu'on appelle
appelait la capeline. Ça vient dessus le manteau. C'est double épaisseur, ça fait double épaisseur avec le manteau, ce qui permet à l'eau de pluie de ne pas traverser. Ça c'est la Russie 1812 C'est la Russie, c'est les campagnes de cette époque-là. Hein. Lui c'est pareil, son manteau lui servait aussi, évidemment, pour se couvrir, mais par contre il n'était pas suffisant pour les grands froids. Disons qu'en Russie ils ont été vraiment handicapés avec des manteaux de coton, de laine de si faible épaisseur, quoi. Voilà. Et là, bon, on y trouve quelques boulets de canon, on y trouve des armes classiques, des fusils, des briquets d'infanterie, de sous-officiers. Le tsar russe, à l'époque, c'était qui, Robert, en 1812? En 1812, alors là, je me rappelle que, je sais pas, non, c'était pas Pierre. Michel, je sais pas, il faudrait que je vérifie tout ça. Je ne voulais pas te donner. Voilà, là tu as même, voilà, là, tu as l'exemple, tu vois, à la polonaise. Là, c'est un... La Chapska ou la Confédératka? La Chapska, c'est différent. Ça se couvre les oreilles pour le froid. Alors, c'est la Confédératka polonaise, tu vois, comme on dit, la forme particulière en haut. Bon, là, c'est un lancier, hein, aux couleurs d'ailleurs blanc et rouge. Bon, il porte le sabre très bas, parce que c'est un cavalier. Au déclin de l'Empire, voilà. 1812-1815. Bon, il a un pantalon qui se boutonne sur le côté, ce qu'on appelle à la charivari, quoi. Hein. C'est parce que ça se boutonne sur le côté qu'on appelle charivari. Voilà. Il se boutonnait réellement sur le côté, Robert? Oui, certainement, au départ, il se boutonnait. Après, peut-être, ça a été plus décoratif qu'autre chose. Mais là, pendant les campagnes, il se boutonnait encore. Voilà, là, c'est un lancier polonais, classique. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à lui dire, il est en parfaite tenue. Là, bon, c'est un porte-étendard. Alors lui, c'est différent parce que le porte-étendard, il porte l'aigle du régiment en haut, et l'étendard est recouvert d'une housse pour le protéger quand il n'est pas déployé, comme là, par exemple, pour le combat. Hein. Là, ce sont des très rares étendards qu'il y a. Voilà. Le drapeau du 56e régiment d'infanterie, président aligné, étendard du 5e dragon, corps de cavalerie, aligné, voilà, lancier rouge de la garde, voilà, esquisse originale du vers Édouard de voilà. Ce sont des... ce sont en fait tous ces... comment on appelle ça, ces uniformes de l'Empire ont été tous peints sur des catalogues par un certain Benigni. Benigni, qui était un ami des Brunon, qui était aussi peintre officiel, parce que les peintres officiels, il y en a eu beaucoup, mais lui, il était peintre officiel, il peignait pour l'armée. Alors, il peignait quoi? Il peignait, bon, le passé, c'est-à-dire l'histoire, les lanciers, tous les cavaliers, ensemble ou individuellement. Il peignait aussi les soldats d'hier, d'aujourd'hui, parce que Benigni n'a pas peint que comment dirais-je, les guerres impériales. Il a peint aussi les soldats d'aujourd'hui. Parce que Benigni a dû mourir vers les années 80 et des poussières, par là. Mais avant, il était le peintre officiel de l'armée. C'est lui qui avait fait les premiers dessins assez peu de gens savent ça. Il avait fait les premiers dessins, des dessins de, comme on appelle, quand tu as fini à l'époque, tu avais terminé ton service militaire, on te donnait un certificat de bon soldat. Ce certificat de bon soldat, bon, il était mentionné que tu avais servi avec honneur, fidélité, que tu avais été fidèle, tu avais fait rien, mais l'ensemble, c'était comme un diplôme, et autour, pour tous les régiments, c'était différent, le diplôme était différent, et il y avait une fresque de militaires.
Et c'était Benigni qui était chargé de faire ça. Très peu de gens savent ça. Ces diplômes, ils sont restés, grosso modo, jusqu'à quand à peu près, Robert? Ils sont restés jusqu'à ce que la conscription soit terminée, qu'il n'y ait plus de militaires appelés sur les drapeaux. D'accord. Voilà. Alors, lui a fait ça pendant très longtemps. Dans les années 80, grosso modo, comme ça. Par là, un peu plus peut-être, pas loin de 85 ou 86, que je ne sais plus. Quelque chose avec comme Jacques ça. Chirac. Oui. Alors, ça c'est habitué à vérifier, hein, les dates tu les trouves facilement, que ça c'est un truc compliqué. Alors lui, Benigni a peint ça. Et donc c'était une référence, Benigni, tu vois. Et il a fait énormément de tableaux uniquement soit des soldats de l'Empire, soit du premier et du second. Hein. Alors, il a fait aussi beaucoup du premier parce qu'il était passionné du premier Empire. Et il les a peints aussi individuellement. Alors ça c'est intéressant. Là tu vois par exemple, je te dis, là il a une Confédérasca qui est plutôt civile, donc si tu veux, il est à la mode, il est détendu, il a un gilet, il n'est pas très réglementaire son gilet, son pantalon non plus, ce sont des bottes qui ne sont pas réglementaires non plus, elles sont à la hongroise, avec le petit pompon en haut et les plis, donc c'est la détente. Il a un vague uniforme laissant supposer les... hors service. Voilà, donc, alors que si tu vois, le lancier, qui a la même Confédérasca, a lui les insignes militaires, il a tout l'ensemble, il a la chaîne, hein, voilà. Le déclin de l'Empire, oui. Voilà. Édouard de Taille. Alors, Édouard de Taille, c'est le tableau derrière. Et c'est un original, celui-là, hein, je ne sais pas si c'est mentionné derrière. Il me semble que c'est la maquette d'Édouard de Taille qui a servi au Panthéon à faire l'original au Panthéon. La fresque murale. Et qui était dans la chambre des Brunons quand ils étaient enfants, ça leur servait de décor, paraît-il. Est-ce que tu es au courant, Robert? Oui, ça c'est vrai. Esquisse originale du vers La gloire d'Édouard de Taille pour la fresque du Panthéon. C'est exact, oui, c'est ça. Oui, oui. Ça, c'est, je me souviens de l'avoir monté jusqu'ici. D'accord. Au Panthéon, on inhume les grands hommes et aussi les grandes femmes de France. Oui, tout à fait. Et ça se visite? Oui, parfois dans l'année, on peut visiter, oui. À Paris. Oui, ça c'est le petit tondu, un figurine. Ah, ça c'est... Pourquoi tu l'appelles le petit tondu? Parce qu'à l'époque on appelait le tondu les soldats. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas le cheveu Napoléon. D'accord. Et les soldats familièrement, ils l'appelaient le tondu. Entre eux, tu vois. Et oui, il disait... c'était quelque chose de familier à l'époque, c'était pas péjoratif, hein, du tout. Hein. Alors il appelait le tondu, le chauve aurait été péjoratif. Ah, pour l'époque. Oui, parce que le chauve, ça voudrait dire que tu n'es pas le cheveu. D'accord. Mais le tondu, ça veut dire qu'on te les coupe. D'accord. C'était pas pareil. D'accord. Hein? Il se coupait les cheveux, Napoléon Ier? Non, il n'avait presque pas le cheveu, il avait un toupet. Qui devait d'ailleurs couper, hein. Il avait très peu de cheveux, c'est pour ça qu'il avait quelques cheveux quand même, mais il n'en avait pas beaucoup, juste un peu clairsemés, et c'est à sa mort, on a pris 2 échantillons de cheveux, qu'on a mis dans des médaillons, en souvenir, voilà, et aussi pour servir aux analyses, pour savoir s'il y avait le taux d'arsenic qui contenait à l'époque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, si on rassemble tous les médaillons des cheveux de l'empereur, il a une tignasse de hippie. Hein. Ah, ça veut dire que c'est pas tous les originaux. On n'en sait rien, à vrai dire. À vrai dire, on n'en sait rien. Alors là, tu as, ça c'est un mousquetaire ou un garde du corps du roi. Donc, qu'est-ce qu'il dit, mousquetaire de la garde du roi, premier en compagnie, oui. Bon, voilà. Ça c'est dans les salles monarchiques. Voilà, ça c'est une des premières, c'est une des premières cartes postales qui a été faite au château.
dans la cour. Il est en grande tenue. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il a son pantalon, il est en grande tenue, il a une tenue impeccable, celui-là. Concernant l'arme, l'épée, Oui. symbole de la croix chrétienne, c'est ça, Robert, l'épée? Oui, au Moyen-Âge, oui, voilà, ça a été... Chevalerie, courage, puissance, pouvoir. Voilà, c'est ça. Mais après, bon, ça n'a plus eu de raison d'être, puisque dans les armées françaises, il y avait toute religion, pratiquement, sous l'Empire, il y avait tout ce qu'on peut trouver. Il y avait des musulmans sous l'Empire dans l'armée française, qu'on appelait les Mamelouks. Bon, voilà. Et ils ont combattu avec la France jusqu'au dernier, et avec courage. Un courage exceptionnel d'ailleurs. Hein. Et quand Rotondule, Napoléon, on lui disait mais on ne les comprend pas, parce qu'ils parlaient entre eux. Et il leur répondait toujours, mais pourvu qu'ils sabrent bien. C'était la réponse, voilà, la terre Mamelouk. Alors, avec de l'armement, il y a eu un armement réglementaire typique pour les Mamelouks, mais qui n'était pas vrai. On ne peut pas dire qu'ils s'en servaient beaucoup, parce qu'ils avaient leur habitude d'armes. Tu vois, ça c'est un sabre de Mamelouk qui en a. Courbé. Voilà, ça ce sont des pistolets 17e, 18e, donc qui étaient courants chez les Mamelouks parce que c'est eux qui achetaient leurs propres armes. Alors donc les armes en dotation de Mamelouks, il y en a eu, mais elles n'ont quasiment pas été utilisées par eux parce qu'ils avaient des habitudes, ils utilisaient le sabre très grand, très courbé parce qu'ils tranchaient, ils ne piquaient pas de pointe, c'est-à-dire les méthodes de combat en France c'était de piquer de pointe, tu vois, comme ça, on attaquait comme ça, là, des stocks. Voilà, on attaquait comme ça, alors que les Mamelouks, les sabres, hein. Et on brillait? Non. Il fallait blesser l'adversaire. Alors on essayait de le blesser à deux endroits particuliers, au coude et au genou. Voilà. Parce que le but n'était pas de le tuer, parce que le tuer était trop fastidieux, parce que les blessures au sabre, ils étaient quand même assez protégés par des cols très montants, comme tu vois ici, là, pour la gorge. Et là-dessous, ils mettaient un foulard qui apparaît un petit peu là, tu vois. Voilà, tu vois. Il y a un petit foulard et un col très montant. Comme on voit sur le mousquetaire. Pour que le coup de sabre passe assez haut, hein. Mais une part, les genoux étaient pareils, avec une grosse épaisseur de tissu au niveau des genoux pour éviter que le coup de sabre rentre. Alors c'est pour ça qu'on piquait. Tu vois, la botte monte très haut. Et quand on est assis à cheval, tu as un gros morceau de cuir qui protège le genou. Ah d'accord, parce qu'il est en hauteur, d'accord. Et la botte derrière, elle est fendue, tu remarqueras. Oui. Pour que le genou se plie. Et voilà. Et le coup de sabre n'aurait pas à couper. Alors donc, on piquait. D'accord. Des stocks. Ok. Voilà pourquoi. Ensuite, on portait des gants, mais on portait aussi quelque chose qu'on ne voit pas. On a roulé un mouchoir autour du poignet, c'est-à-dire sur lui-même, ici et ici. Parce que quand le coup de sabre, on parait l'attaque au sabre, avec son propre sabre, mais parfois on le laissait glisser de la garde, on piquait et on touchait au poignet. Et toucher au poignet, une petite blessure suffit pour rendre inutilisable ton poignet. J'ai pas compris de la garde, Robert. Voilà, c'est ça.